Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith comme le veut la tradition, de lundi à vendredi de 10h à 12h, talk show qui vous permet encore de comprendre comme à l'accoutumée les grandes réalités qui gravitent autour du Cameroun. Allez, que se passe-t-il exactement au ministère de la Santé publique? Comment expliquer ce qui se passe aujourd'hui avec le docteur Manaouda Malachi et on dira les sorties de Jean-Michel Ninche qui ne cesse de l'accabler avec des réactions un peu plus que spectaculaires. Finalement, qui est-ce qui serait derrière cette manipulation? Qui est ce proche du ministre qui voudrait être nommé lui aussi ministre de la Santé publique demain? Qui est ce proche qui tente de tout faire pour salir l'image du docteur Manaouda Malachi aujourd'hui? Comment peut-on expliquer que l'on soit très proche du ministre et que l'on ait l'envie soi-même de pouvoir récupérer ou occuper le poste du ministre de la Santé publique au Cameroun? À côté de ceci, pourquoi certains caciques justement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pensent que les ministères appartiendraient à des groupes ethniques au Cameroun? D'aucuns estiment d'ailleurs que le ministère de la Santé publique appartiendrait uniquement au ministre Ewondo. Où ça sort ça? D'où ça sort ça? Comment expliquer justement cette cabale lancée contre lui? Qui serait justement derrière le député Jean-Michel Ninche aujourd'hui? Qui l'encourage? Qui le paye? Qui le met justement sur ces pistes-là? Et on parlera bien évidemment aujourd'hui du contrôle de l'action gouvernementale. De quelle action parlons-nous aujourd'hui? Les 600 millions de francs CFA évoqués pour 3 mois uniquement. Autre fait, autre incongruité. Il s'agit bien sûr de 600 millions de francs CFA sur l'année. Est-ce qu'on a pris le temps de regarder le budget de carburant des différents autres ministères au courant de l'année pour comprendre exactement qu'il y a une cabale contre le ministre de la Santé publique au Cameroun aujourd'hui? Certes, les travaux ne sont pas bien fait, mais encore, pourquoi manipuler la conscience nationale et internationale autour justement de cette affaire? À côté de ceci, on s'interroge encore véritablement sur le rôle, l'action ou encore l'activité du ministère de l'administration territoriale aujourd'hui en ce qui concerne les régionales au Cameroun. Quel est le montant exact de cette dotation, entre guillemets, dite du chef de l'État, que le ministre Paul Atangandi ne donne pas? Le chiffre est élevé à combien exactement? Pourquoi en faire une dotation spéciale au moment où ceci même n'est pas inscrit dans le budget annuel de l'année? Comment en venir à comprendre cette question? Où sortira l'argent? Au Trésor? À la présidence? Est-ce que les Camerounais peuvent filtrer exactement l'origine de ces fonds qui seront destinés aux chefs traditionnels en vue de la campagne régionale? Comprenons également ces chefs à 2 jours de la campagne. Combien auront-ils? Pourquoi penser uniquement que ce soit les gouverneurs des régions qui soient là à distribuer cet argent à ces chefs traditionnels ou encore à ce commandement traditionnel aujourd'hui, comme la nouvelle appellation le voudrait? Madame, Messieurs, des interpellations qui sont importantes, mais surtout comprendre comment le Cameroun se gère, comment le Cameroun s'active, comment les Camerounais justement veulent se tuer entre eux. C'est des réalités à la camerounaise. Bienvenue à la grande famille ce matin. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Sontier et Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Nous vous prions, Madame, Messieurs, restez les nôtres jusqu'à midi. Vous serez servis. Charles Hamel Bachou, soyez les bienvenus ce matin. Bonjour, Monsieur Michel Ngatiou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes dans la rue publique, Monsieur Michel Ngatiou. Dans la rue publique. La rue publique, où tout ce qui concerne la République fait désormais l'objet, on va le dire, des emballages, des papiers ou des beignets. La preuve, nous avons eu l'histoire, d'après la une du Messager, des 20 petits millions, Monsieur Michel Ngatiou, de la trahison. Beaucoup de choses ont été dites. Il faudrait bien qu'on essaie de les comprendre. Il faut dire aussi, Monsieur Michel Ngatiou, qu'avec un peu plus de précision, on s'est rendu compte qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, des dossiers qui ont été cooptés depuis 2015, M. Michel Ngatiou, demandant des visas spéciaux, n'ont jamais été signés au niveau du service de la direction des affaires politiques. Que se passe-t-il dans cette direction
À ce qui paraît, on parle de beaucoup de tripatouillage, on accuse certaines personnes, on parle du mapartisme, M. Michel Gatchou. Les pots de vin. Non, c'est vous qui trouvez le mapartisme, M. Michel. Il faudrait bien que le secrétariat général à la présidence et que le ministre même de l'administration territoriale s'intéresse à cette affaire de légalisation, de validation, d'authentification et d'avis, M. Michel. Et non seulement, nous allons en profiter ce matin pour lui adresser un happy birthday. Il s'agit bien sûr de la première dame camerounaise, Chantal Biya, qui a un an de plus aujourd'hui, tout en l'interpellant et lui rappelant que madame, la première dame, récemment, alors qu'il y a eu des crimes commis du côté de... des crimes commis autant pour moi, du côté de Kumba récemment, nous vous avons longuement interpellé sur une réaction. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Aucune réaction de votre part, aucune sortie pour dire une quelconque indignation, mais ceci ne nous empêche quand même de vous dire Happy Birthday. Bonjour à vous, Mbombo Bengan Kanje. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. La nouvelle expression titre ce matin, Barreau du Cameroun, la grève et après. C'est aujourd'hui qu'en principe, l'ordre des avocats du Cameroun devrait apprécier si oui ou non la grève va continuer lundi prochain. Pour le moment, les avocats, même des signataires de la lettre, disent n'avoir pas été bien compris. Ils disent clairement qu'ils ont observé le mouvement de grève, de colère que le Conseil de l'ordre avait initié, mais se poser la question de savoir que l'ordre essaye de voir comment on pourrait encadrer les prochains mots d'ordre. C'est tout. Ils sont pour la grève, ils sont pour le fait que la tutelle devrait arbitrer, c'est-à-dire le ministère de la Justice. Ils sont indignés du fait que le ministre de la Justice soit muet, mais ils souhaitent également, et se pose la question, si le Conseil de l'ordre a saisi par écrit le ministère de la Justice, parce qu'il est souhaitable qu'il le saisisse et non que le ministre dise qu'il apprend par les journaux ou par ses rapports de ses collaborateurs. Il faudrait que le Conseil de l'ordre saisisse officiellement le ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, pour que les griefs relevés et contre les magistrats et contre les officiers de police judiciaire soient clairement définis et enregistrés dans un cahier. Merci infiniment, bon Bengal. Mais en attendant, il est important de rappeler que les avocats estiment que toutes les revendications mises sur la table aujourd'hui, si elles ne sont pas respectées, les avocats pourront poursuivre la grève dès le 7 décembre prochain, c'est-à-dire exactement lundi. Merci à vous. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel Gatchou, bonjour aux téléspectateurs. Une proposition d'une ONG validée par Madame la ministre des Enseignements secondaires impose au lycée chef de département, autant pour moi, de lycée de la ville de Bertoua, particulièrement dans le Lomé-Djirem, un prélèvement de 2000 francs sur les frais d'APE par élève pour l'entretien des latrines scolaires. Et cette mesure se confronte au refus des responsables des lycées et surtout des responsables des APE qui font directement le calcul et se rendent compte que dans un lycée qui a 6000 élèves, on sera à 12 millions de francs CFA pour entretenir les latrines. Et un lycée, généralement, ça compte pas plus de 6 latrines parfois. Comment est-ce que sera géré cet argent? Les responsables régionaux du ministère des Enseignements secondaires essayent de rassurer les parents d'élèves et même les responsables d'établissement, mais cela ne satisfait pas ces derniers qui pensent que ces derniers le font à cause des rétrocommissions. Comment expliquer aujourd'hui, mesdames et messieurs, que nous soyons en pleine campagne régionale ou encore, on sait exactement que les conseillers municipaux sont ceux-ci qui, le dévolu est carrément jeté. Ces derniers ne parviennent même pas à s'exprimer. On ne les entend dans aucune radio au Cameroun, encore moins sur quelconque chaîne de télévision, pour dire exactement ce qu'ils peuvent attendre, au moins en termes de propositions des nombreux candidats qui voudraient briguer les sièges de conseillers
conseillers régionaux aujourd'hui. Que font exactement les conseillers municipaux au Cameroun? À quoi serviront-ils? Beaucoup parlent aujourd'hui d'un vent de corruption qui serait en train de se préparer et qui risquerait de souffler véritablement pendant ces élections du 6 décembre prochain. Et est-ce qu'après le 6 décembre prochain, comme l'aurait voulu certainement certains câbles qui nous font savoir que Maurice Kamto serait toujours détenu en résidence surveillée, ceci en vue de ne pas brouiller l'organisation de ces élections régionales, sera-t-il libéré au final? Et après quoi? Attendons bien évidemment de voir ce qui va se passer. Bonjour à vous Dominique Audrey, bienvenue ce matin. Bonjour. Et avec vous, madame, messieurs, n'oubliez pas, vous avez les plateformes qui sont les vôtres. Quoi qu'il en soit, laissez-nous vos commentaires, vos réactions et surtout, tout ce qui vous interpelle, nous les lirons sur nos antennes. L'histoire de ce jour, madame Dominique. C'est l'histoire d'une jeune fille âgée de 15 ans qui nous écrit pour nous faire part de ses craintes, de ses inquiétudes et de sa douleur. Elle dit qu'elle est née d'une relation extra-conjugale de son père avec sa mère. Donc, son père est marié dans un autre foyer où il a 6 enfants et il a avec sa mère avec qui il a 3 enfants dont elle est la deuxième. Le problème de cette jeune femme, c'est que jusqu'aujourd'hui, ces 15 ans passés, elle ne connaît quasiment personne de la famille de son père. Et elle dit que sa mère est plutôt ouverte au dialogue et toutes les fois où elle a essayé de poser la question, sa mère lui a demandé de patienter, de grandir. Lorsqu'elle sera bien, ses oncles la chercheraient. Elle dit qu'elle connaît tous les membres de la famille de sa mère, mais du côté de son père, elle ne connaît personne. Le jour où elle a posé la question à son père de savoir qui étaient ses oncles du côté de celui-ci, il lui a simplement présenté 2 de ses frères et il a présenté ses enfants, ses autres frères en photo. Donc aujourd'hui, la jeune fille de 15 ans nous dit qu'elle aimerait... Elle a présenté les frères de visu et les oncles en face, visu. oui, et les frères en photo. La jeune fille aujourd'hui aimerait vraiment ardemment rencontrer ses frères, mais elle a peur de son père qui est autoritaire, peur de lui demander, au risque de gâcher son foyer, mais aussi elle dit qu'elle est fatiguée d'être cachée par celui-ci. Donc la question, comment gérer cela? Elle veut rencontrer ses frères, elle a 15 ans. 15 ans. Merci à vous Dominique Audrey également. Est-ce que les téléspectateurs, les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, est-ce que parmi vous, quelqu'un au moins connaîtrait cette situation? Comment l'analysez-vous? Comment l'appréciez-vous? Que feriez-vous justement pour vous en sortir? Si papa vous cache vos frères, papa vous montre au moins, ça vous présente au moins vos oncles, mais ne vous montre pas vos frères, c'est-à-dire que consanguins et vos sœurs consanguines, que ferez-vous? Est-ce qu'en Afrique, on parle même déjà de frères consanguins, Momo Bengan? Vous qui utilisez votre vocabulaire, nous on sait qu'on a des frères et des sœurs. On a des frères et des sœurs. Il y en a même qui disent qu'ils ont des demi-frères. Voilà. Alors justement, l'histoire de ce matin, elle est quand même assez importante, Bonbon Bengan. Nous vous lançons d'abord là-dessus. Comment peut-on expliquer que papa fasse des enfants avec une femme qui ne soit pas celle qui l'a officiellement épousée, mais toujours est-il qu'il a fait des enfants à cette dernière, et que 15 ans après, cet enfant demande à rencontrer ses frères et ses sœurs que papa refuse toujours de les lui présenter. Comment vous appréciez cette histoire ce matin? D'abord, il n'est pas interdit à un homme marié de faire des enfants avec d'autres femmes. Dehors. Il n'y a pas de dehors, il dort toujours dedans. Il n'est pas interdit à un homme marié de faire des enfants avec une autre femme. Avec une autre femme, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est même conseillé. C'est même conseillé. Recommandé. Et après, vous regardez, le corona a déjà tué combien de millions de personnes. Le sida en a emporté combien. Le paludisme en a emporté combien. Et combien d'hommes sont dans le cadre d'ajout permis et tout ce que vous savez là. Donc, il faut avoir des hommes. Donc, voilà, il faut se multiplier. Si on a la possibilité qu'un homme peut avoir plusieurs enfants, qu'il fasse des enfants. Là, il faut d'abord le comprendre comme ça. Maintenant, l'autre chose qui accompagne cela, c'est quoi? Il faut les encadrer. Il faut pouvoir les encadrer. On ne fait pas les enfants pour les abandonner, bien entendu. Deuxième chose qui arrive à ce niveau-là, c'est qu'il faut que les enfants se connaissent. Et il faut que les enfants connaissent leurs familles différentes. Parce qu'il y a dans notre tradition les liens de sang. Il ne faut pas aboutir à l'inceste. Ça, c'est condamnable.
Et pourquoi cet homme fait ça? Sûrement que la femme qu'il a à la maison est une lionne. Voilà. Mais qu'elle soit une lionne ou pas, vous avez déjà, cette femme a d'autres enfants qu'elle ne connaît pas. Il faut bien qu'elle connaisse ces enfants-là. Donc l'homme doit trouver la possibilité de le faire. Trouver la possibilité de le faire, généralement, ce n'est pas vous-même. Pour ça que... Qui le fait? Le chef de famille. Ouais. Et il ne faudrait pas que la femme... Il vient parlementer à la femme de maison? Il dit que Marie, voilà, si c'est lui qui l'a épousé, il n'est pas là. Il y a souvent, parce que nous, la succession au niveau de la famille est bien établie. Il y a le chef de famille qui va lui dire, ma fille vient, est-ce que tu sais que tu sais que tu sais que... Il y a, voilà la première option. Parce qu'il ne faut pas non plus que ça vienne à partir des femmes. Parce que ce soit ses co-épouses qui viennent lui dire, hey, maman, comme tu vois là, et Jacques, il t'a pas dit, non, c'est pas bon. Il faudrait qu'on ait le courage. S'il peut pas le dire lui-même, le chef de famille réuni, vient voir sa femme, lui dit, comme tu vois, voilà. Mais il y a d'autres situations. Si la femme est vraiment une lionne, on peut laisser la situation à l'état. C'est quand l'homme va mourir et que l'homme, il doit faire établir un certain nombre de choses. Parce que c'est à la mort de l'homme qu'on connaît ses enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Mais il faudrait que la famille de l'homme sache que notre frère a des enfants avec Marguerite, a des enfants avec Sarah, a les enfants, ses enfants. Il faut connaître ces enfants-là. Au moins, au sein de la famille, on ne cache pas. Ce qu'on retient dans vos propos ce matin, c'est qu'il n'est pas interdit à un homme marié de faire des enfants. Mais comme cet enfant, elle a déjà 15 ans, et comme je vous dis toujours, elle a l'âme de Dieu qui sommeille en elle, c'est qu'elle veut vivre avec ses frères et ses frères. Donc, cette particularité devait amener son papa à vite résoudre le problème, à dire que non, oui, comme ma soeur commence là, voilà. Peut-être même que c'est elle qui va porter la famille demain quand je ne serai pas là. Peut-être elle sera cette union entre ces deux mamans et tout. Donc, il doit trouver une formule pour que ses enfants puissent se connaître. Bon, Mengan parle de formule ce matin et Karine Santia également. Peut-être pas également, mais qu'est-ce que vous dites justement de la formule? Est-ce que l'homme justement craindrait véritablement sa femme à la maison sous prétexte que c'est une lionne qui pourrait ne pas lui donner l'occasion de lui dire exactement ce qu'il porte comme fardeau depuis 15 ans? Il a un fardeau. Son enfant? Il vous a dit que ça pesait sur lui. Ça peut être un fardeau. Avoir une vérité qu'on ne dit pas, c'est un fardeau. C'est pas un fardeau pour lui, parce que pour lui c'est normal, il n'y a pas de vérité là-dedans. Mais qu'est-ce que vous en savez, Karine? Je suis en train de donner mon point de vue. Oui, mais comment vous... Je donne mon point de vue. Pour lui, ce n'est pas un fardeau. Parce que tous ceux qui ont les fardeaux se battent pour les décharger. Et si vous laissez votre fardeau sur vous, ça veut dire que ça ne pèse pas. Donc c'est pas lourd. Il porte ça fièrement. D'accord. Ce qui se passe dans l'histoire, c'est que cet enfant, cette fillette, cette adolescente de 15 ans n'est responsable de rien. Donc rien du tout. Elle a le droit de vouloir savoir si elle a les frères. Alors si elle a les frères, elle veut les rencontrer, c'est normal. Elle veut savoir connaître l'autre famille de son père parce qu'elle a déjà accepté que son père ne passe pas les nuits chez eux. Elle a déjà accepté ça. Donc elle a grandi avec son père mais sachant que son père a une autre famille. Maintenant, ce qui se passe c'est que le père, lui, il s'est comporté comme un voleur pendant longtemps. Maintenant, il faut qu'il expose ce qu'il a volé et qu'il dise à sa femme ce qui se passe. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'il organise les rencontres entre les enfants. Ce que les gens peuvent faire, ce que les gens font généralement, c'est que de temps en temps, on fait une sortie avec les enfants. On permet aux enfants de se rencontrer peut-être au manège ou dans des espaces qui sont un peu publics. On permet aux enfants de se rencontrer. On fait des présentations et tout. Ça commence comme ça petit à petit. Maintenant, l'enfant, quand il va rentrer, il va dire qu'on a rencontré une fille là. Elle a dit qu'elle s'appelle telle. Et papa a dit que c'est aussi sa fille et tout. Là, maintenant, maman va commencer à se poser les bonnes questions. Maintenant, si ça veut, ça rame. Il pourra s'excuser. Il pourra s'expliquer. Si ça ne rame pas, tant mieux. Parce que dans cette histoire, il n'est pas question que les enfants grandissent sans se connaître. Pas du tout. Que ce soit les enfants adultérins ou pas. Quand vous dites rame, il faudrait bien sûr que... Non, que si ça explose. Parce que si les enfants disent cela, maman, et que maman n'est pas quelqu'un... C'est un langage purement camerounais. Attendez. Mais c'est purement camerounais. Oui, on doit s'attendre à toutes les langues. Vous dites que vous êtes universel. Donc, on y va, Karine. Si maman c'est quelqu'un qui dit, comme Bonbon le dit, peut être une lionne, alors il faudra qu'il prenne son temps. Il faudra qu'il prenne son temps pour lui expliquer. Maintenant, le jour de l'explication, il peut venir avec les enfants. Elle ne va rien leur faire.
On a eu des histoires ici où l'homme est resté chez lui, la femme est arrivée au carrefour avec les enfants et a demandé, voilà la maison de votre père, allez entrer là-bas. Et ils sont arrivés. Et la femme de la maison, elle s'est fâchée et tout, elle a mis les enfants dehors, mais pour finir, c'était elle ou les enfants. Genre, si, soit elle reste, soit elle part. Mais la vérité dans cette histoire, c'est que cette fillette de 15 ans a besoin de connaître ses autres frères. Et l'homme peut d'abord commencer à organiser ces rencontres-là entre les enfants d'abord. Parce que s'il réussit à nouer les liens entre les enfants, ce sera facile pour lui de faire intégrer ce fait-là à sa femme. Très bien. Merci beaucoup. Charles Hamel, l'histoire de ce matin, qu'est-ce qui peut justement empêcher cet homme à présenter à cette dernière, cette fille de 15 ans, ses frères et sœurs, entre guillemets Elle n'a pas encore atteint l'âge de maturité traditionnelle, M. Michel Ngachou. L'âge de la maturité elle n'a pas encore atteint traditionnelle. l'âge de la maturité pour pouvoir rencontrer ses frères. Vous voyez, elle s'agite. Elle n'est pas la seule. Son père a combien d'enfants avec sa mère? 6. 6. Elle devrait se... 3, 6 de l'autre Oui, côté. elle devrait se contenter d'abord de consolider les liens avec ses propres frères à la maison. Commencer à gérer la maison. Quand j'entends que l'enfant fait des... Vous n'êtes pas excessif là, non, monsieur non, Ngachou, quand même 15 ans, papa des enfants. J'ai dit vous non, ne pas monsieur connaître? Michel Ngachou. Je vous ai raconté l'histoire de papa Mba sur ce plateau. Il a fait 7 dedans. 7 Et les ont dedans. dormi. Non, dedans. 2 dedans. 7 dans les 2 maisons pour monsieur Michel Ngachou. Et c'est à sa mort que les enfants se sont retrouvés. Et il y a des signes distinctifs. Les noms féminins dehors étaient masculins dedans et les noms masculins dedans étaient féminins dehors. Donc ça existe, monsieur. J'ai toujours dit, et sur ce plateau et d'après la Maxime Pantou, que la femme qui refuse de voir sa coépouse est une mauvaise femme. Nous pratiquons la monopolygamie. Les occidentalisés d'aujourd'hui pratiquent la monopolygamie. Monogame dedans, monogame vivant, polygame mort, monsieur Michel. Ça, c'est important que les gens le sachent. Or, quand je le disais ainsi que les femmes se contentent d'organiser la cérémonie du mariage, plus que les mariages, les gens ne vous comprennent pas. Vous avez des femmes, des hommes qui, avec leurs femmes, ils n'ont fait que des filles. Vous avez des couples, l'homme a 5, 6, 7 filles. Il a besoin du garçon. C'est la famille qui conseille à l'homme, cherche une autre avec qui tu feras le garçon de la famille. C'est la famille de l'homme qui l'appelle pour lui dire que ça, c'est quelle histoire ça? Tu penses que qui va rester avec ta concession? Tu penses que qui va gérer? Va nous chercher une fille. Parfois, l'homme n'a fait qu'un garçon. Les attitudes du garçon dans la maison font en sorte que le chef de famille de l'homme l'appelle et lui dit que je ne le sens pas. On ne sent pas ce garçon. Vas-y. C'est la famille qui donne l'autorisation. Que les femmes aujourd'hui qui nous regardent arrêtent de penser parfois. Oui, il y a des cas isolés, mais la famille est pour beaucoup. Vous avez des hommes qui épousent des familles, ne font que des garçons. C'est vrai qu'on va dire que c'est l'homme qui détermine. C'est l'homme qui détermine. Vous avez des hommes qui ont une équipe de handball chez eux. Parce que le gars cherche seulement les garçons. Le handball, il cherche les garçons, les filles. Ils se retrouvent à avoir 7, 6, 8 filles. Vous avez des femmes qui entrent dans le mariage. Il y a des familles où il y a plus de filles que de garçons. C'est des interrogations quand on dit la préparation à la dot. Quand vous entrez, vous observez. Mais la famille, s'il y a trop de filles, on conseille à l'homme que, attention, tu dois poser. C'est pareil. Donc, c'est des enquêtes qui sont menées et on l'explique vivement. Bon, certaines femmes sont surprises parce qu'elles n'ont pas pris la peine. Elles ont seulement regardé l'homme. C'est l'homme que je vais épouser. C'est le gars que je veux voir. Elles vont dans l'histoire et à la fin se retrouvent embourbées. Il y a des interrogations. Je termine en disant, monsieur Michel Ngachou, que cette jeune fille, on devrait la recaser. Son père devrait avoir une causerie avec elle parce que c'est arrivé à un stade où l'occidentalisation fait rencontrer ses frères. Il y a un danger. Elle peut rencontrer ses frères, trop les aimer, en telle enseigne qu'elle commence à venir les visiter. Bon, on va parler de l'alliance. Est-ce que c'est pas de leur droit? Est-ce que c'est pas de son droit? On va parler de l'alliance. Permettez-moi, on va parler de l'alliance. On a eu des gens où ils sont restés sur la midi en train de manger à table, un enfant, donc on ouvre la porte, papa je suis venu. La femme se retourne, vous voyez, c'est des cas qu'il faut gérer. Mais donc je pense qu'il faut regarder. Je la pose trivialement, si vous voulez, bêtement cette question. Si je suis sur ta table avec votre épouse et les enfants, et que l'on frappe à la porte en vous disant papa je suis arrivé, et que la femme s'en indigne, le problème il est où? Comment ça va arriver chez moi? Ça ne peut pas arriver chez moi, parce que ça ne peut pas arriver chez moi, je suis polygame.
D'accord. En tout moment, compte, même si on a un déversement c'est toi. Cherchez ta place en disant aux autres que vous avez vu, non? Voilà. C'est tout. L'avis de Dominique sur ce matin. C'est que ce que vit cette jeune fille aujourd'hui, c'est la conséquence de ce qu'on décrit tous les jours. L'infidélité des hommes, matérialisée, oui, à l'extérieur. Parce que oui, on peut être infidèle, mais dès le moment que ça commence à porter des fruits, ça devient problématique. Parce que ces hommes-là, responsables de ces infidélités, ne sont pas suffisamment hommes pour assumer les conséquences de leur infidélité. Parce que je ne comprends pas. Si vous êtes l'homme que vous dites être, pourquoi ne pas dire à votre femme qui est votre sujet dans votre foyer que en fait j'ai des enfants dehors? C'est justement ne pas être un homme. L'argument de la maman, de la femme de la maison qui pourrait être une lionne, c'est une excuse pour pouvoir justifier la connerie. Cette fille a 15 ans. Mais son aîné a plus de 15 ans. Donc la relation ne date pas simplement de 15 ans, mais c'est un foyer que cet homme a eu. Comment il pense que ses enfants, ses 3 enfants peuvent vivre dans une maison comme ça, sans avoir la chaleur de leur père? Le père, il vient, il va, il fait un enfant et il rentre chez lui. Même cette femme qui est au dehors ou bien en dehors de son foyer ne peut pas être à l'aise parce qu'à un moment, il va falloir lui donner un statut. Le statut qu'elle a, c'est le statut de la Njomba, le statut de la maîtresse. Pourtant, elle lui a donné 3 enfants. À un moment, il faut parfois être responsable. Votre père, jeune fille, doit être responsable de ses actes. Puisque vous dites qu'avec votre mère, vous avez le langage donc, facile. On doit juger son père. Personne n'a parlé de jugement. Si vous estimez que dire à votre parent... Lorsque vous dites qu'il doit être responsable de ses actes... Où est le jugement? Moi, sauf si je ne sais pas... Je ne comprends pas le français. Demander à quelqu'un d'être responsable, ce n'est pas le juger. Dire à quelqu'un qui n'est pas responsable, c'est par rapport à un acte. Donc, c'est l'acte, excusez-moi monsieur, donc c'est l'acte qu'on juge et non la personne. Bien vouloir faire le distinguo entre les autres. Oui, justement, je vous en disant, permettez de m'écouter. L'enfant doit dire à son père, soyez responsable. Je ne me souviens pas avoir demandé à cet homme, à cette jeune fille de dire à son père d'être responsable. Ce que je dis, c'est que cet homme n'est pas responsable. Je ne sais pas ce que vous entendez. Cet homme n'est pas responsable par rapport à ses actes. Maintenant qu'elle dit avoir le langage facile, la parole libérée avec sa mère, elle est suffisamment grande pour faire asseoir son père et dire à son père, papa, voilà, je suis grande, je sais que tu as je sais que tu as une autre famille, je sais que tu as un autre foyer, mais j'aimerais savoir qui sont mes frères. J'aimerais grandir avec mes frères. Que fait la maman de cette fille? Pourquoi la maman de cette fille ne peut pas prendre le risque de s'accorder avec le père de l'enfant? Cet homme est autoritaire, a-t-elle dit, et sa maman lui a demandé de patienter. Ok, donc, est-ce que la maman elle-même n'a pas pris le temps d'échanger avec sa fille en disant, si ton papa est autoritaire, moi j'ai pas encore pu, je n'ai pas encore trouvé l'occasion justement de l'amener à changer justement son point de vue, mais est-ce que la maman n'a pas un rôle à jouer? La maman ne peut rien faire. Il n'est pas question de la mère. La mère n'est pas intégrée là-dedans. Elle veut établir le contact avec ses frères qui sont de l'autre côté. C'est tout ce qu'elle veut. Elle ne veut, puisqu'elle a fini par comprendre que son père a un autre foyer, elle n'a plus de problème avec ça. Donc elle demande simplement à son père, trouvez le moment adéquat. Attendez que votre père soit de bonne humeur lorsqu'il viendra chez vous et dites à votre père, papa, vous lui parlez librement, la main sur le cœur, il va vous comprendre. Aussi autoritaire qu'il soit, il ne va pas vous manger. Parce qu'après tout, c'est votre père. Donc, vous lui dites ce que vous ressentez et ça va se faire. Et sachez que la femme chez qui vous allez aller, parce que vous allez devoir rentrer chez elle, elle ne va pas vous embrasser au premier contact parce qu'elle aura été blessée. Donc, il va falloir être patiente. Je vais lui donner une astuce. Parce qu'elle a déjà vu les photos de ses frères. Lorsque son papa arrive, elle peut lui dire, papa, est-ce que tu sais que si je rencontre mes frères que tu avais dit sur les photos là en route, je ne vais pas les remarquer? Qu'elle commence comme ça. Et il va lui dire ce qu'il faut faire. Sa maman a répondu, lui a répondu. Attendre. On ne peut pas, parce que ce qui existe avec les jeunes d'aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours un affrontement avec les parents.
maman lui a dit attends. Elle dit qu'elle est fatiguée d'être cachée. Non, mais Ce n'est pas elle. C'est pas elle. Non, mais vous pouvez pas. Maman et la fille. Quelqu'un ressent ce qu'elle ressent. Oui, pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'elle a ces sentiments-là? Quand son maman l'inscrivait à l'école à 3 ans, il n'est pas question de ça. Quand vous inscrivez l'enfant à l'école à 3 ans, il y en a qui c'est pas la même chose. C'est venu spontanément, c'est venu naturellement. Je n'ai pas su comment c'est venu ou pas. Sa maman lui dit attends d'abord. Dans le attends d'abord là, elle doit chercher à savoir le contenu. Mais ce n'est pas de dire mais maman je suis passée. D'accord. Vous savez quelle malédiction on donne souvent aux jeunes filles? Ma fille, sa maman lui dit tu vas grandir. Donc tu vas grandir là, au lieu de rester calme, elle qui pense tout savoir, reste tranquille, tu vas grandir, tu vas comprendre. Ça veut dire que maman est dans cette posture-là. Vous avez donc une maman qui essaie d'élever ses enfants, qui ne lui a pas appris les affrontements. On n'affronte pas. Cet enfant ferait mieux d'écouter sa maman que de Absolument. Sa maman lui a répondu reste tranquille, qu'elle reste tranquille. Très bien. Chalamé. Monsieur Michel Gadjou. Rapidement. Oui, monsieur Michel Gadjou. Nous, on a connu ça, nous, tout jeunes. C'est pendant les réunions de vacances, les vacances familiales, où tous les enfants les regroupent chez le père. Il y a un procédé, moi on l'a expliqué tout à l'heure, il y a une procédure. Ce que j'entends là, c'est le conflit. Lorsque vous amenez à porter le conflit, elle qui a 15 ans, vous dites que je ne veux plus vivre caché. Mais son père là, elle est dans une maison, elle vit sous un toit, où le père vient avec sa maman. Elle se plaint, sa maman lui a dit attends, si elle n'écoute pas sa mère, ben qu'elle prend le bain si qui ne suit son père tous les jours, comme on voit des gens le faire, qu'elle suit pour aller déclencher la 4e guerre mondiale et elle sera contente. Merci à vous, Chalamé. Merci. Elle ne connaît même pas où son père vit. C'est bon, c'est bon. Elle vit où? Elle vit où? Elle ne vit pas dans une maison. Le jour où son père vit, qu'elle lui demande. Je vous en prie. Quand il arrive, elle lui demande. Je vous en prie, Karine. Merci beaucoup. C'est pas facile, les violents, sera violent avec elle. Alors qu'ils ont une maison. Restez avec nous, mesdames et messieurs, nous prions. Restez avec nous sur les antennes de télévision. Tentez de nous laisser justement vos commentaires tout à l'heure. Nous les lirons, comme c'est le cas tous les matins. Je m'interroge ce jour sur la question de la carte nationale d'invalidité dans ce pays. Jusqu'à ce jour, quelle est la forme de la carte nationale d'invalidité? Première question. Jusqu'à ce jour, comment se présentait cette carte? Quelles étaient les conditions? Existe-t-il même encore des détenteurs de cette carte nationale d'invalidité? Point d'interrogation. Comment comprendre que les textes de cette république ne sont plus appliqués dans ce pays depuis l'avènement des réseaux, mieux des lobbying qui ont tout verrouillé dans ce pays? Hier encore, on célébrait la journée des handicapés. Ils ont posé leurs problèmes. Et l'un des problèmes revenus, c'était cette affaire de carte nationale d'invalidité qui, jusqu'il y a quelques jours, était encore établie sur du carton. Décret numéro 0001 du 15 mars 1993 fixant les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'invalidité sur le territoire de la République du Cameroun, existant mais difficilement appliqué. Comment comprendre que ce soit en novembre qu'on apprend avec douleur que désormais la délégation générale à la sûreté nationale s'emploiera à confectionner la carte nationale d'invalidité? Oh mon Dieu! Pourquoi les handicapés sont-ils les rejetés entre guillemets dans cette république? Pourtant ils ont des compétences notoires dans tous les domaines. Comment comprendre que même le principe d'accessibilité à certains bâtiments ne soit pas respecté et même le droit d'existence? Jusqu'à ce jour, les handicapés fonctionnaient dans ce pays avec la carte d'invalidité en carton. Ah, bravo. La mise en œuvre du partenariat prévoyait ou prévoit entre
le ministère des Affaires sociales et la délégation générale à la Sûreté nationale, l'organisation des ateliers de spécialisation qui devront définir le design de la nouvelle carte, dont on signe d'abord le partenariat et après on va définir le design. Premier point, les sites d'enrôlement des demandeurs et les modules de formation des personnels du MINAS appelés à opérer dans le système. D'après le patron de la police, a-t-on dit, la nouvelle carte d'une durée de 5 ans aura toutes les caractéristiques sécuritaires des autres titres identitaires jusqu'ici produits. Mais seulement pourquoi est-on resté encore au carton? Les Camerounais ont-ils même été sensibilisés sur les avantages qu'offre cette carte? Savez-vous que depuis l'existence de la carte nationale d'invalidité, très peu sont les handicapés qui ont eu la possibilité d'en jouir des avantages juste avec la présentation de cela. Pour ceux qui ne le savent pas, la présentation de la carte nationale d'invalidité procédait à l'exonération fiscale des exemptions des frais d'éducation et de première formation professionnelle. Ça suppose que lorsqu'un handicapé arrive dans une école, il présente sa carte nationale d'invalidité, il a l'exonération fiscale et des exemptions des frais d'éducation. Donc il paye à moitié, si vous voulez, comme ça les frais d'écoulage qui après sont devenus gratuits et même la formation professionnelle. La réduction tarifaire en matière de transport public, voie ferroviaire, le train, voie maritime, aérienne, terrienne et fluviale. Ça suppose que même dans les bus, à la présentation de la carte, ils payent le demi-tarif. Même dans le taxi. Est-ce que c'était respecté jusqu'ici? Que non. La réduction des frais en matière de prise en charge médicale et de rééducation et d'appareillage. Je peux vous assurer que lorsque vous arrivez dans les hôpitaux et vous présentez cette carte, on vous dit, monsieur, vous payez et il n'y a pas de dérive tarif. L'aide à l'habitat. Lorsque un handicapé viendrait à demander la location chez M. Ngachou, lorsqu'il présente sa carte nationale d'invalidité, si la maison coûtait 15 000, on la lui fait à 7 000. C'est prévu par les textes réglementaires. Mais hélas, 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 le Cameroun est ce qu'il est. Comment comprendre la complexification du processus d'obtention désormais de la carte nationale d'invalidité? Le demandeur devra s'inscrire dans un centre agréé du ministère des Affaires sociales. Pourtant, l'hôpital seul, au travers des conclusions, pourra l'attester. Combien ou à combien s'élèvera cette inscription? Point d'interrogation. L'opération suivra alors son cours jusqu'au contrôle biométrique. Toutes les demandes validées à l'issue de cette étape seront automatiquement envoyées en production. Vous savez, vous connaissez le Cameroun et vous savez comment les choses fonctionnent. Établir, ce ne sera pas en 3 mois, ça risquera d'être en 6 mois. Le temps d'aller étape par étape, site sur site, validation à validation, avant la production qui prendra elle aussi son temps. Pourquoi le faire? Sinon que le faire rapidement et permettre à ces jeunes de pouvoir profiter. Comment comprendre que rien n'est fait pour qu'au niveau de la location, de la prise en charge médicale, de la scolarité, ces pauvres handicapés réussissent à s'en sortir? Mais malgré cela, nous avons bien des doctorants et nous avons des docteurs PhD handicapés et qui s'en sortent véritablement, donnant de merveilleux cours, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Vivement que le système camerounais, le système du Cameroun se mette en place pour pouvoir faciliter et donner la chance à tous d'être vraiment égaux. La colère de Charles Hamel encore ce matin. Mais j'aurais voulu, avant tout commenter Charles Hamel, vous demander quel ministère est en charge de la gestion de ces cartes-là. Quel ministère peut veiller à ça? C'était les affaires sociales. Les affaires sociales. Voilà. Maintenant, on dit on passe à la délégation générale de la Sûreté nationale. C'était en carton. Jusqu'à il y a quelques temps, c'était en carton. On a passé à la délégation générale qui va désormais biométriser M. Michel Ngachou. Cette carte-là. Voilà. Dire justement à quoi nous sert exactement le ministère des Affaires sociales aujourd'hui au Cameroun, quand même les invalides, les handicapés n'ont pas de carte nationale d'identité d'invalidité.
Comment peut-on expliquer qu'au Cameroun aujourd'hui, nos frères, nos sœurs, nos parents qui sont invalides, qui sont handicapés, n'aient pas de carte nationale d'identité d'invalidité? Et pourtant, nous avons un ministère des Affaires sociales existant, reconnu. On a un moment donné envie de se demander à quoi nous sert exactement ce ministère. Est-ce que l'actuel ministre peut au moins pour une fois prendre le courage à deux mains et de se présenter au Cameroun en leur disant voici les actions que je vais poser au courant de l'année avec des faits, avec des preuves et qu'il y ait des témoignages réels autour sans aucune manipulation quand même. C'est assez inquiétant que je voudrais, Karine Sontia, que vous nous laissiez bien votre point de vue. Lorsque le ministère, lorsque la délégation générale à la Sûreté nationale aujourd'hui prend sur elle d'établir ces cartes nationales d'identité d'invalidité à ces derniers sans les produire, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui qu'il y aurait, on va dire, entourloupe, méchanceté, distorsion justement des avoirs et négligence même autour de la personne handicapée aujourd'hui au Cameroun? Si vous permettez, non. Il est dit, comme dit Salamel, les tests de la République, c'est 2 cartes. Il a sa carte nationale d'identité. Il peut même dire qu'il est enseignant, qu'il est... Non, pas la carte nationale d'identité d'invalidité. Non, la carte d'invalidité est établie par les services du ministère en charge des Affaires sociales. Parce qu'on évalue l'invalidité. Il y a certaines invalidités qu'on peut assimiler à la mort parce que vous êtes complètement fini. Il y en a qui sont de 50% parce que, et qui vous donnent droit à des bénéfices. Sauf que maintenant, ça sera informatisé, biométrisé par la délégation générale à la Sûreté nationale. Donc, vous formez une seule carte désormais. Peut-être la nuance linguistique qu'il faudra apporter, c'est que c'est la carte nationale d'invalidité. Et non la carte nationale d'identité d'invalidité. Voilà. Donc, il faut donc la carte nationale d'invalidité. Alors aujourd'hui, que la délégation générale à la Sûreté nationale ne produisait pas cette carte-là, Karine, est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné que la situation des handicapés, on n'en a que cul dans ce pays? Ce n'est pas une affaire préalablement de la sécurité nationale. La délégation. Oui, parce que c'est depuis 2019 qu'on a parlé de biométrisation de la carte nationale d'invalidité. Donc, ce n'était pas préalablement une affaire de la sécurité nationale, c'était une affaire du ministère des Affaires sociales. Et ça, c'est depuis 1983. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la carte nationale d'invalidité. Il y a des documents qu'il faut fournir. Et aujourd'hui, ce qu'on demande pour fournir ces documents-là, c'est notamment une demande non timbrée, un certificat médical établi gratuitement auprès d'un médecin du service public, 3 photos d'identité 4x4, et aujourd'hui, avant c'était 2 photos, et aujourd'hui on demande 3 photos d'identité 4x4, une photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou bien de l'acte de naissance, une certification de domicile, une copie certifiée conforme de la carte de cotisation de l'année en cours de l'association dans laquelle vous appartenez. Ça veut dire que si vous n'appartenez pas à une association des handicapés, donc on vous a déjà regroupé. Si vous n'appartenez pas à un groupe, ou alors au groupe par exemple des handicapés psychomoteurs, ou bien des handicapés visuels, ou bien des handicapés, c'est quoi, muets et autres là, vous ne pouvez pas, sensoriels, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une carte nationale d'invalidité. Parce que ces documents-là sont d'abord demandé avant toute autre chose. Maintenant, regardez aussi que même l'établissement de la carte nationale d'identité est un problème aujourd'hui. Pour les Camerounais. Quand vous faites établir votre carte nationale d'identité, elle peut sortir 6 mois après si vous êtes chanceux, 1 an après si vous êtes encore chanceux, mais 2 ans après si vraiment vous êtes touché par l'esprit de la malchance. Il y a des gens aujourd'hui, aujourd'hui n'a pas toujours sa carte nationale d'identité et pourtant il n'est pas invalide. Il n'est pas malchanceux. Voilà, et il y a des citoyens sur lesquels on devrait accentuer certaines choses, comme par exemple l'établissement de la carte nationale d'identité. On devrait le faire vite parce qu'ils en ont besoin pour établir leur carte nationale d'invalidité qui est réactualisable parce qu'après un certain nombre de temps, il faut encore l'actualiser à nouveau. Et lorsque vous regardez bien, tous ces documents doivent être faits gratuits. Maintenant, il faut aller sur le terrain, les certifications et autres, il faut aller sur le terrain pour voir si, évidemment, lorsqu'il veut l'acheter, lorsqu'il veut certifier... Et la cotisation, être à jour des
cotisations, c'est quoi? Non, mais c'est ça qu'on a dit qu'on achète. C'est vous qui dites gratuit, je dis être agent. Je parle de la certification. Je parle de la certification. Maintenant, les cotisations dans l'association à laquelle vous appartenez, là, vous devez être à jour et l'association doit vous délivrer un document qui montre que vous n'avez pas de dette dans l'association. Maintenant, lorsque vous regardez tout ça, vous vous rendez bien compte que c'est un document, on parle de carte nationale d'invalidité depuis 1983. Et il faut dire qu'en 1990, les modalités avaient déjà été trouvées. À l'alinéa 1 notamment de la loi numéro 83/13 du 21 juin 1983, on établit que c'est après enquête des aides sociales et individuelles prévues par l'article 23 qu'une personne handicapée indigente peut être titulaire d'une carte nationale d'invalidité. Et après, non, il faut expliquer que c'est le MINAS qui descend faire les enquêtes sur le terrain, les affaires sociales, pour établir de ceci que dans votre environnement, vous êtes vraiment invalide. S'ils ne descendent pas, c'est encore... Et votre invalidité, à ce dépôt-là, elle était capée sur 50% d'invalidité. Donc, si c'était 75%, vraiment, vous n'étiez pas vraiment invalide. Il y a l'article 23 qui dit que cette carte d'invalidité permettait d'avoir un placement familial, institutionnel, l'assistance matérielle et financière et même psychosociale de la personne handicapée. Donc, c'était un processus qui allait être respecté. Mais lorsque vous voyez ce qui est sur le terrain, vous comprenez qu'il n'y a même pas de placement familial parce qu'il y a des enfants handicapés qui naissent dans certaines familles qui sont abandonnées. Vous les voyez parfois à un certain âge, ils sont dans les rues, ils sont obligés de faire l'aumône pour pouvoir survivre. Ils ne sont pas suivis ni accompagnés. Il y a l'aide de l'assistance matérielle. Là, ça permet aux handicapés soit d'aller à l'école et autres. Financière, c'est pareil. Mais psychosocial, c'est amené... Permettez, Karine. Dans cette litanie, justement, que vous nous faites ce matin, puisqu'il y a ce chapelet-là, il n'y a pas cette carte non plus, qu'est-ce qu'on fait pour amener le gouvernement camerounais, la délégation générale à la sûreté nationale, à établir au plus vite cette carte à ces Camerounais invalides et handicapés aujourd'hui? Il y a quand même lieu de se presser, non? Justement, la personne qui doit se presser et demander à son collègue ministre de la Défense, non, bon. Le délégué général à la sécurité nationale, où est-ce qu'on en est? Parce que si ça reste encore au niveau du MINAS, ça veut dire que les dossiers ne sont pas encore tous achevés. Bon, on nous fait savoir justement que tout était établi au niveau du MINAS et qui a été transféré désormais à la délégation générale à la sécurité nationale. C'est pour ça que je dis qu'elle doit demander où est-ce qu'on en est. Après compilation, toujours des documents au niveau du MINAS, c'est les procédures au niveau du MINAS qui alourdissent davantage la délivrance de ces autant de documents. Et pourtant, il y a des documents qu'il faut aussi pour la carte nationale d'identité. On veut que ça soit un seul et pas deux. C'est ça, non, monsieur Mathieu? Avec la numérisation, ça doit être un seul sur lequel on a mentionné votre invalidité et autres, mais et votre identité aussi. Donc, ça va devenir délicat. Il faudra que le MINAS commence un peu à réduire peut-être les documents qu'elle demande. C'est beaucoup. Ah ben, merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de garder le cap ici justement sur Equinox Télévision avec le programme 10-12 le Zénith. Si vous êtes invalide en même temps et vous nous regardez ce matin, d'ailleurs, respect pour votre invalidité, quoi qu'il en soit, mais est-ce que vous, si vous avez au moins un témoignage à nous laisser ce matin, vous connaissez les plateformes 10-12, le Zénith sur Facebook, allez rapidement vous y abonner, ou encore Equinox TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous rapidement. Laissez-nous vos commentaires. Pour ceux qui auront la chance d'être lus, on le fera dans un moment. Allez, bon retour, mesdames et messieurs. Merci de rester avec nous. À l'instant, avec 10-12 le Zénith qui se poursuit sur notre antenne. Eh bien, vous êtes très nombreux en ce moment à nous regarder. Nous en profitons pour faire un petit clin d'œil particulier, exceptionnel, fraternel, amical à tous les Camerounais et bien évidemment aux Africains qui nous regardent ce matin, qui dans leur peau peuvent se dire qu'il y a une invalidité ou un handicap. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais que nous sommes jamais différents. Chacun, même pour ceux qui disent avoir des validités aujourd'hui, eux, très souvent, sont de vrais malades en réalité. Donc, vous n'êtes pas malade, vous êtes fort, tout est dans votre esprit. Et si vous vous considérez comme étant un invalide ou un handicapé, justement, dans votre esprit, ce sera comme ça. Vous ne l'êtes pas, il faut bien sûr l'intégrer, qu'il n'y a aucun handicap chez vous. Je voudrais au passage saluer, si vous me permettez, un homme qui d'ailleurs a su briser ce spectre-là en lui en tant qu'animateur de radio, bien
bien connu à Yaoundé au Cameroun, qui a été pour longtemps sur une antenne bien connue. Il s'agit de Serge Laurent, de Serge Tamba, que nous saluons ce matin, et qui, au-delà de son handicap, a toujours su justement balayer cela d'un revers de la main. Aujourd'hui, il ne l'est pas, il en est fier. Nous parlons bien sûr de la carte nationale d'invalidité pour ces derniers, pour ces Camerounais, qui en réalité devraient être établis pour qu'ils puissent bénéficier de nombreux avantages à quelques endroits où ils se trouvera aujourd'hui. Et nous interpellons bien évidemment le ministère des Affaires sociales qui en réalité aujourd'hui, le regard porté sur ce ministère, c'est qu'il y a une lourdeur administrative au niveau du ministère des Affaires sociales en concomitance avec la délégation générale à la Sûreté nationale pour en faire ou pour établir à ces Camerounais des cartes nationales d'invalidité. L'avis de Dominique Audrey également, ce sujet nous intéresse. Le MINAS et toutes les personnes qui travaillent autour de ces personnes-là handicapent doublement ces Camerounais. La population au Cameroun, les 10% en tout cas, représentent sensiblement le nombre d'handicapés qu'on peut avoir dans notre pays. Et malheureusement, leur situation n'est pas des plus reluisantes parce que c'est la couche la plus abandonnée, la plus défavorisée. Et en principe, la loi énoncée par Karine prévoit que les handicapés devraient bénéficier des traitements de faveur, que l'handicap soit sensoriel, moteur, social ou bien physique. Ils doivent avoir un traitement particulier parce qu'ils sont malheureusement diminués de quelque chose. Et la société camerounaise, les différents ministères doivent pouvoir à leur manière le leur compléter. Entendez par exemple dans les édifices publics, on devrait avoir des espaces aménagés pour pouvoir leur permettre de vaquer librement à certaines occupations dans les lieux publics, les services publics. Malheureusement, il n'en est rien. Au niveau de la santé, la carte nationale d'invalidité est un laissez-passer qui leur donne l'accès à certains soins. Dans notre entourage, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, je connais beaucoup de Camerounais souffrant de handicap qui n'ont jamais, au grand jamais, bénéficié de quoi que ce soit, ni de réduction de frais d'écolage, frais de santé, encore moins frais d'habitat. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Là-bas, dans ces quartiers-là, personne ne sait qu'on a une carte nationale d'invalidité dans ce pays. Combien de Camerounais le savent? Il faudrait être très introduit pour savoir que, en fait, vous avez accès à certains avantages. Donc aujourd'hui, on gagnerait au niveau du MINAS à vulgariser, sortir des ateliers comme ceux qu'on a organisé en 2019, en 2020, sortir de ces ateliers-là, aller sur le terrain pour dire aux personnes qui souffrent d'invalidité qu'il y a des choses à eux à leur offrir. Il y a des soins de santé qu'on devrait leur offrir. Lorsque vous parcourez certains rapports de Human Rights Watch, notamment de 2018, et qu'on fait état de la situation des personnes handicapées au sein de la crise, on a les larmes aux yeux parce que vous lisez là l'histoire de gens qui ne peuvent même pas se déplacer alors que leurs maisons ont été incendiées, d'autres ont perdu leurs moyens de locomotion. Que fait le MINAS, qu'a fait le MINAS depuis le départ de cette guerre pour, par exemple, enlever ces personnes handicapées de cette situation-là, de ce lieu de tension? Rien du tout. Au niveau même du ministère du Travail, en principe, lorsque vous êtes... bon, je commence par le BUCREP. Le BUCREP est censé faire le bilan, faire les états, le recensement. Donc, si on fait un recensement en bonne et due forme, on aura l'effectif, les statistiques qui donnent exactement le nombre, ou du moins approximativement, le nombre d'handicapés qu'on peut avoir dans le pays. Puisqu'on n'a pas de recensement, puisqu'on n'a pas les statistiques, on n'a pas de chiffres, on ne peut pas avoir le nombre de handicapés et pouvoir venir en aide à ces gens-là. On revient donc au ministère du Travail qui, en principe, dans un état normal, des entreprises devraient pouvoir employer des personnes handicapées. Dans nos entreprises, combien d'handicapés avons-nous? Que fait l'inspection du ministère du Travail? Rien du tout. Donc, en plus de ne pas leur donner les facilités de pouvoir accéder aux services sociaux de base, ils sont lésés. Aujourd'hui, on les retrouve en train de faire le manche dans la rue. Pourtant, on devrait aménager, s'arranger à pouvoir les réinsérer facilement. Et cette réinsertion passe logiquement par cette carte-là qui leur donne accès à certaines facilités. Donc, au MINAS et à la déléguée
à la délégation à la délégation de la Sûreté nationale, je crois, oui, de faire rapidement, parce que la signature du contrat date de novembre 2020. Donc, si les premières cartes sortent au début de l'année prochaine, ce sera qu'une bonne chose pour ceux qui pourront aller à l'école et pouvoir avoir accès à certaines facilités. On interpelle bien évidemment ce matin le premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diongouté. La question vous est posée, dans votre gouvernement, depuis que vous y êtes, avez-vous un seul ministre handicapé aujourd'hui? Est-ce que les questions du genre aussi ne se posent pas? Est-ce que ces handicapés camerounais n'ont pas des compétences à être de vrais ministres aujourd'hui et à être dans l'appareil de contrôle, ou si vous voulez, de gestion de la constitution du Cameroun aujourd'hui? Pourquoi pourquoi avons-nous le sentiment que c'est fait exprès de les écarter, bien évidemment, de la constitution du Cameroun, alors qu'ils ne sont pas des Camerounais à part entière? Ils ont des qualités, des grandes capacités dont on peut justement s'en servir. Et la question renvoie bien sûr au Premier ministre du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, avez-vous un seul membre du gouvernement qui aujourd'hui serait invalide ou encore handicapé, pour leur montrer justement qu'ils ont des qualités et des potentialités, comme vous devez bien exploiter pour l'avenir du Cameroun? Mbambok, c'est très grave quand même, non? Il faut sauver les invalides, les handicapés. Il faut leur rétablir dans leurs droits et les établir leur carte nationale d'invalidité de toutes les façons. Non, moi je pense qu'il faut une clinique psychiatrique pour traiter le Cameroun. Donc, vous interpellez le Premier ministre, moi j'interpelle le Président de la République. C'est le Président de la République qui définit la politique de la nation et le Premier ministre met en œuvre. Quelle est la politique définie par le chef de l'État, et donc le Premier ministre a la charge de mettre en œuvre? Je ne connais pas, notamment sur le cas des handicapés, je ne connais pas. Il en rajoute seulement, et là je ne pense même pas, avec vous par le Premier ministre sur le papier, mais l'attribution des marchés au sein du gouvernement fait en sorte que ça dépasse la compétence même du Premier ministre, puisque le ministère en charge des marchés publics est rattaché à la présidente de la République. Donc vous allez faire comment? Les lenteurs administratives, les goulots d'étranglement, ce que le chef de l'État dénonce lui-même, et j'allais dire aujourd'hui comme cheval de bataille. Donc c'est ça même en fait, ils font la promotion des lenteurs administratives. La délégation générale de la Sûreté nationale a du mal à faire des passeports, les cartes nationales d'identité. On lui ajoute encore un autre problème. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, le ministère des Affaires sociales peut établir les cartes biométriques, informatiser tout ce que vous voulez pour les gens qui relèvent de sa compétence. Mais si pourquoi les envoyer à la délégation? Avant qu'on ne renvoie cette nouvelle délégation, ils n'ont pas pu le faire. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire comment? Ils vous diront qu'ils n'ont pas de budget. Ça veut donc dire qu'en fait, nous sommes en train de dire que handicapés, tant pis pour vous. Nous n'avons justement la prestation qui. Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Nous qui avons les démembrements jusqu'au niveau des arrondissements. Quand Dominique Audrey nous amène, est-ce qu'il allait au service social? Ah d'accord, il est au service social parce que bon, on n'a pas rationné pendant 3 mois. Mais bon, le même service social ne peut pas savoir que bon, on aura 3 enfants handicapés. Il va les encadrer comme ça, en leur disant que non, leur prochaine rentrée, il faut qu'ils bénéficient il faut qu'ils bénéficient d'eux. Il faut que ils ne font pas la même chose. Ils attendent là. Mais le jour, et maintenant, si le père abandonne l'enfant, il vient nous voir. Bon, et même là, le père abandonne l'enfant, il ne vient pas. Et il prend en charge établi, c'est-à-dire que je veux dire, à côté du ministère de l'administration territoriale, c'est l'un des départements ministériels qui a beaucoup de démembrements. Donc il y a les services sociaux partout. En fait, je veux dire les services qui relèvent du ministère des Affaires sociales un peu partout. Donc, l'enregistrement des personnes handicapées devrait être quelque chose de facile. D'abord à partir de la maternité, il y en a qui naissent avec des handicaps. Il y en a qui deviennent handicapés au cours de leur vie.
Donc, et ils sont enregistrés au fur et à mesure. Et l'établissement de leur carte d'handicap ne devrait pas souffrir d'une quelconque lenteur ou longévité dans l'établissement aussi, puisqu'en principe, il est connu. Quand quelqu'un est né, par exemple, sourd-muet, il faut qu'on le sait, et c'est pour ça que dans les programmes, on met les gens qui parlent avec le langage des signes. Mais le drame, c'est que dans notre pays, même les écoles où on enseignait le braille, les brailles pour les non-voyants, les non-voyants n'existent plus. On a détruit. Et si ce n'est pas une volonté pour d'assassinat collectif, oui, mais attends, quand je vous le dis, on pense que je suis, j'ai des propos peut-être excessifs ou rébarbatifs. Mais non, il faut observer que il y avait les écoles de braille, ça n'existe plus. Il y avait des écoles qui encadraient des sourds-muets, ça n'existe plus. Qu'est-ce qui se passe, Bonbon Mbengan? C'est parce qu'il y a une politique qui veut tuer les Camerounais. Mais quel est dans cette politique que l'on met en place qui n'apporte pas de résultats positifs pour les Camerounais? Et les Camerounais sont inertes, on va dire, on a le sentiment qu'ils ne se rendent pas compte justement de la réalité. Ils se rendent compte, mais ils ne savent pas qu'ils ont le pouvoir qu'ils peuvent. Parce que chaque fois, on sort la police et la gendarmerie, on veut dire, vous bougez, on tire. Oui, bouge, on tire. Mais ici, oui, absolument. Et ces gens-là vont à l'église. Hein. Et je vais faire une petite parenthèse en vous disant justement que lorsque vous dites qu'on sort la police et on tire, il y a des informations qui nous parviennent, qui nous font état de ce qu'il se prépare un mouvement bientôt qui s'appellerait 1 million de prisonniers. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais on a eu des infos depuis hier soir, donc un mouvement sera en train de se préparer qui s'appellerait 1 million de prisonniers dans les prisons camerounaises. Est-ce que ça peut résoudre des situations comme celle-là? C'est quand même grave, non? Le problème, c'est la conscience humaine et c'est les règles sociales que nous avons établies. Quand vous parlez souvent de contrat social, de la régulation des rapports sociaux, Dominique Audrey l'a dit tout à l'heure, il y en a, donc la nature n'a pas donné un certain nombre de choses pour que nous soyons tous au même niveau. À ce moment, on fait comment? C'est le terme que vous utilisez souvent, société. Dans société, le maître mot, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Quand cette solidarité n'existe pas, parce que vous avez vos deux jambes, vous pouvez courir. Comment vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un d'autre, il n'a qu'une seule jambe ou bien qu'il n'en a même pas du tout? Comment on fait donc pour qu'il ne se sente pas lésé? Voilà le problème, c'est ce problème qui se pose. Dans la colère. Il est né, il ne voit pas. Voyons, comment Stevie Wonder ce soir, peut-être parce qu'il veut les laitiers. Bon, pourquoi précisément? Parce que dans certaines sociétés, on se dit, si vous êtes né ici, vous avez choisi de faire ceci, vous obtenez un encadrement nécessaire. Et pour que ça va vite, il faudrait donc qu'on vous établisse une carte qui fait que dès que vous présentez, tout le monde, voilà. Donc, voilà comment la société est organisée. Mais nous sommes une société au Cameroun qui a perdu, qui est dans un délitement terrible. Lorsque je vous entends parler, Mohamed Mbengan, vous nous renvoyez à ces handicapés sensoriels aujourd'hui et qui ont fait parler à travers la planète entière aujourd'hui. Vous avez cité un nom d'ailleurs, c'est celui de Stevie Wonder, bien connu comme étant un malvoyant, mais l'un des artistes planétaires, on va dire l'une des superstars qui a fait parler de lui sur la planète. On a également en Italie celui qu'on appelle Andrea Bocelli, et qui est malvoyant également, mais qui a été tellement bien encadré. Aujourd'hui, il fait la fierté. André Myriam, on a André Marital. Tu as André Mariam au niveau du Cameroun. Voilà, donc de Mariam, voilà. Stevie Wonder, lui, peut rencontrer tous les présidents des États-Unis. Aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on peut accepter, par exemple, d'accompagner Tala pour la création d'un conservatoire de musique? Non. Non. Oh, il tenait ce projet avec Manu Dibango depuis Methusalem. Ouais. Donc, il est là. Il ne veut pas. Voilà donc quelqu'un, il vous dit, je peux. Il a même fait. Faudrait-il qu'il donne des preuves qu'il peut? Non. À ce moment-là, je répondrai au ministre Momo qui disait au cinéaste dernièrement, là, c'est le pays qui leur doit. Ce n'est pas eux qui doivent au pays. Voilà. C'est bien dit, Mohamed Mbengan qui a dit aujourd'hui. Le pays doit aux handicapés. Le pays doit à ceux qui sont
invalides parce qu'ils n'attendent à voir que des cartes nationales d'invalidité et que leurs droits soient respectés et pris au sérieux. Nous en profitons justement ce matin pour vous demander, Charlemagne Bachou, au-delà des droits, des devoirs également de l'État du Cameroun vis-à-vis de ces Camerounais, qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer ses frères, ses sœurs, pour qu'ils soient effectivement dans les jours à venir de vraies étoiles et des éléments pendentifs pour le Cameroun? Alors, il faut commencer par faciliter les procédures, aussi lourdes soient-elles, pour l'obtention de cette carte nationale d'invalidité. Quand on demande à quelqu'un qui ne parvient pas à manger d'être à jour dans les cotisations, dites-moi. Quand on demande à quelqu'un qui ne parvient pas à se faire accepter dans une entreprise par rapport à son handicap, de pouvoir, M. Michel Ngatiou, s'acquitter de ses cotisations, s'inscrire dans une association, concevoir, il pourra le faire à quel moment et comment? Point d'interrogation. Je vais vous prendre un cas simple. Vous vous rappelez, si lorsque vous étiez jeune, M. Michel Ngatiou, il y a ce qu'on appelait le demi-tarif. Vous n'avez pas connu le demi-tarif? Non, on n'a pas connu. Pour les enfants. On n'a pas connu. Quand vous prenez les avions de la Cameroun Airlines avec les enfants, demi-tarif. Le taxi, demi-tarif. Le bus, demi-tarif. Même lorsque vous arrivez pour manger avec le demi-tarif pour les enfants. Comment le demi-tarif a disparu? Ah, monsieur Michel, c'est quoi ce vous voyez, vous riez, mais à un moment donné, ceux qui ont connu le demi-tarif, on avance ou on régresse. Aujourd'hui, les gens doutent même, n'ont pas la possibilité d'aller en balade avec les enfants à cause de cette affaire où un enfant de 2 ans va payer pareil qu'un adulte, monsieur Michel Ngatiou. C'était appliqué, le demi-tarif. Alors, lorsqu'un handicapé venait à présenter à l'ancienne SOTUC, il venait présenter sa carte de validité parce que ça c'était automatique pour toutes les personnes invalides. Il présentait, c'était la personne, même s'il y avait une personne bien portante, on vous levait de la chaise, on disait vous pouvez supporter de bon, on le faisait asseoir et on lui donnait tout le respect. Monsieur Michel Ngatiou, ça c'est bien loin. Le renouveau a cru tout renouveler. Très loin, monsieur. Mais je vous dis, le renouveau a cru tout renouveler en détruisant littéralement tout, monsieur Michel. Donc voilà donc une carte qui avait une valeur. Dans les différents arrondissements, tous les centres sociaux existants avaient l'obligation de procéder au recensement, à l'inventaire de toutes les personnes invalides, partant du degré le plus bas au degré le plus haut, M. Michel Ngatiou. Lorsqu'on avait fait ce recensement, on établissait en termes de besoins qu'on adressait au MINAS. Le MINAS renvoyait avec des recours, des lettres étaient formulées pour le préfet, le sous-préfet, M. Michel Ngatiou, et le chef de district à l'époque, qui tenait les documents et allait rencontrer les directeurs d'école, les responsables les directeurs des CS, les CETIC et consorts pour ces différentes personnes. Et on les appelait les cas sociaux. Les cas sociaux. Et aujourd'hui, ce n'est plus la priorité. Mais monsieur Michel Ngatiou, c'est tombé. Vous avez des gens qui se baladent, la sensibilisation. Je pense que dans tous les programmes des différentes chaînes de télévision, le MINAS devait s'investir à hauteur au moins de 25%, monsieur Michel Ngatiou. En termes de communication, en termes de sensibilisation, nous sommes à une période, monsieur Michel Ngatiou, où on va dire à certaines personnes, ne soyez pas dehors, parce que le mois de novembre et décembre donne lieu à certaines maladies, les périodes de vaccination. Vous voyez, la vaccination a des problèmes, parce que le social ne vit pas, le ministère des Affaires sociales ne bouge pas, ne travaille pas, il n'y a pas de communication. Vous avez des personnes invalides qui vont à l'hôpital, on leur demande de payer le code, de faire le rang. J'ai eu pitié d'une dame à l'hôpital à Quintini, monsieur Michel Ngatiou. Elle était invalide, elle était dans le rang. Elle était dans le rang. Et personne ne se souciait. Et il en va même de nous. Parce que cette sensibilisation a fait en sorte que même les bien portants sont devenus insensibles. Vous voyez, cette dame, elle est debout. À un moment donné, elle se plie. Ça ne donne pas. À un moment donné, elle se lève. Je lui ai dit, madame, donnez-moi votre carte. Je m'en vais. La moralité a foutu le camp. C'est le renouveau. C'est le renouveau, monsieur Michel Ngatiou. Parce qu'en le dit sur le plateau, on dira que vous êtes dans l'invective lorsque vous parlez du renouveau. Parce que réellement, montrons-le, vous avez touché le point du demi-tarif. Nous, on a connu le demi-tarif. Mais qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas mener nos enfants à s'amuser, même à payer ne serait-ce que les locomotions, et que ce soit
repenser au niveau du demi-tarif. Monsieur Michel Ngatou, les mêmes pays? personnes, lorsque vous arrivez, qu'il était recensé, que vous étiez un cas social, le chef de quartier devait vous déléguer, désigner un endroit quartier où vous devez construire un matériau provisoire. Parfois, c'est un quartier qui construisait avec le matériau provisoire. Pour ces invalides. Oui. Parce que vous n'avez pas la latitude de le faire. On construisait les petits trucs pour vous habiter. Vos enfants étaient pris de manière... Alors, je vous dis, on est arrivé à ceci que quand aujourd'hui le ministère des Affaires sociales vient déléguer en disant voilà, c'est aujourd'hui la délégation générale à la Sûreté nationale qui elle-même est déjà saturée avec tous les titres identitaires qu'elle ne fait pas, il faut le dire. Est-ce qu'ils réussiront à l'avoir? Est-ce que la voie va garantir le fait pour ces différentes personnes invalides de bénéficier des avantages? Alors qu'on pouvait faire ça et transmettre simplement le fichier. Si la police a besoin d'avoir le fichier pour information. Justement, c'est pour ça que ça fait, c'est très lourd lorsque c'est encore la sécurité nationale qui doit, la sécurité nationale qui doit établir la carte d'invalidité. C'est très lourd. C'est pour ça que le MINAS, qui est chargé des personnes vulnérables, devrait s'en charger complètement. Vous délivrez des cartes, ça sert à quoi? On ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires. Il y a des informaticiens camerounais qui sont capables de monter ces cartes biométriques là en un temps record. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Il y a... Non, mais c'est une grosse mangeoire. Monsieur Mbatou a parlé, Monsieur Mbatou a parlé, mais de nous aussi, citoyens lambda, qui avons perdu le sens de l'autre, ou encore des personnes vulnérables. Mais je peux quand même dire qu'il y a des personnes qui réussissent dans notre société à garder cet esprit-là. J'ai emprunté un taxi un jour, et dans le taxi, je ne savais même pas que le monsieur qui était assis au niveau de la cabine était un invalide ou encore un handicapé moteur. Oui. Parce que quand on est arrivé à sa destination, le chauffeur, il est sorti, il a retiré le siège de à l'arrière, il a placé sur le côté, il l'a porté dans le véhicule et il l'a placé sur le côté, fauteuil roulant. Il a aidé cet handicapé à traverser la route jusqu'à ce qu'il retrouve la personne qui l'attendait de l'autre côté. Et moi, quand j'ai vu ça... Dans un pays comme au Cameroun, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit que ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui restent encore avec ce sens-là. Il faut enseigner cela parce que ça ne sert à rien de nous enseigner Mamadou et Bineta sans nous expliquer qu'à notre prochain, on doit avoir une certaine responsabilité. Même quand vous voulez en je vais juste amener avec une illustration. Lui, je peux le citer parce qu'il avait fait bouger la République. Lui, il s'appelle Bachir Ndam. Vous pouvez frapper sur Facebook, vous allez le retrouver. Lui, qu'est-ce qu'il avait fait, Bachir Ndam? Il arrive à l'agence, il voyageait. Il était sur fauteuil roulant. Il demande à rentrer, on lui dit que monsieur, il n'y a pas de rampe prévue. Qu'est-ce qu'il fait? Il abandonne le fauteuil, il descend à même le sol, il arrête, il commence à monter. C'était un choc terrible, monsieur Michel Ngatou, qui a fait bouger même le sultan de Bamoun, je l'ai dit. Ça avait vraiment fait un choc terrible. Mais vous voyez, on est arrivé à un stade. Ça sert à quoi de faire le choc? Les Camerounais ne peuvent pas prendre conscience aujourd'hui dans la globalité. Le choc, c'était pour amener... Oui, monsieur Mathieu, le choc, c'était pour amener les personnes qui sont chargées d'accompagner ces personnes à forcer à ce que les agences de voyage, par exemple, aient des rampes pour eux. Que dans les immeubles, par exemple, il y a des espaces, peut-être ascenseurs et autres, pour qu'eux, ils puissent avoir la facilité de se déplacer. Et surtout que je précise, dans les agences, ils payent le double, parce qu'on dit que le fauteuil va rester au milieu. C'est incroyable. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Dans les agences, ils payent le double, parce qu'on dit qu'il ne va pas s'asseoir sur les chaises, il va payer le double. Oui, puisqu'il va juste... Vous ne savez pas. J'interpelle, non, on interpelle justement ce matin, puisqu'on parle de sensibilisation. On est quand même en droit de se demander, et il y a plein de Camerounais qui vont, permettez cher la même Badiou et Karim, il y a plein de Camerounais qui les dimanches vont dans les églises. Il y a plein de Camerounais qui chaque dimanche vont à l'église. Il y en a qui y vont tous les jours de la commande vendredi. Non, il y en a qui vont les musulmans vont aujourd'hui. Ah, les musulmans vont aujourd'hui. Voilà, samedi, c'est pour les 7e. Sincèrement, honnêtement, est-ce qu'il n'est pas important que les imams, les prêtres, les pasteurs, etc., au moins pour montrer la proximité avec la société, comment ça sensibilise? Parce qu'il y a un problème de moralité au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on fait la moralité camerounaise aujourd'hui? Les gens, ils vous disent qu'il faut aller au ciel. La société ne sert à rien. S'il y avait les évêques comme Monseigneur Ndogma, ils disaient que ne vivons pas comme si la terre n'existait pas. Là, peut-être on aurait compris. Que les personnes qui demandent, qui veulent prêcher là, ce n'est que Dieu qui peut vous parler. Les personnes là doivent aussi être des exemples. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens faites, et alors que nous-mêmes à côté, il y a beaucoup à redire. Ça répond à tous les États.
quand les enfants naissent, quand les personnes naissent, personne n'a fait une demande pour dire que je viens d'être dans telle famille, dans telle autre. Pas du tout. Voilà. Quand on est chef d'État, la première chose à faire, c'est quoi? Pourquoi on envisage être chef d'État? Ou alors s'engager en politique? Ou être dirigeant? Parce qu'on a dit, on veut porter les souffrances des populations pour les transformer en espérance. Voilà. On peut prendre les misères pour les transformer en bonheur. Et on le fait donc avec tout le monde. Parce que le discours, c'est que ensemble faisons. Mais dans le ensemble, là, comment un ministère des Affaires sociales est là, au lieu de revendiquer l'augmentation du budget parce que j'ai à traiter le problème des handicapés qui doivent être encadrés de telle manière et telle autre, il dit, bon, dis donc, ça me dérangeait même ici. Hein. La délégation à la sûreté peut faire ça. On gagne quoi dedans? On se débarrasse. Il est donc social en quoi? Où est l'ongle social dans ce qu'on veut mettre? On interpelle également ce matin pour le libéralisme communautaire de son excellence Paul Biya. Voilà, et la communauté des handicapés. Et la communauté des handicapés se trouve où? Pour le libéralisme communautaire. Non, c'est les villages. Non, mais nos villages sont alors. Il n'y a pas de handicapés dans nos villages. Son problème c'était les villages. Que son problème c'était les handicapés et les non handicapés. Merci à vous. En tout cas, et on le dit, on ne le dira jamais assez, que l'entrepreneur en chef, en même temps qui est le président de la République du Cameroun, est-il conscient justement des réalités aujourd'hui que vivent les handicapés? Est-ce qu'il peut au moins pour une fois se lever dire, par pitié pour les handicapés, je vais interpeller le ou la ministre des Affaires sociales pour qu'on me fasse un rapport au plus vite sur la question des handicapés au niveau national. Monsieur Michel Ngachou, il y a exactement un mois, le centre de Toukébé est resté dans le noir pendant plus de 3 semaines à cause du groupe électrogène. On n'a pas pu dépanner pour les handicapés de reçoivent des massages. Je vous prends cet exemple. Vous voulez que moi je vous raconte ma propre histoire avec le son des handicapés? Je vous explique. Voilà. Parce que vous appelez le chef de l'État. Je vous dis que c'est sa politique en même temps. La politique du chef de l'État, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, on va prendre les messages rapidement de nos téléspectateurs, Karine. Question de les entendre aussi. Attention, ne pas savoir où se trouvent ses frères est une malédiction. Ne soyez pas surpris que cette fille vous présente son frère comme fiancé en beau jour. Douala Ngando. C'est facile de bavarder. Ce gouvernement est et ne comporte que des gens chargés d'énergie négative. Ils sont d'une méchanceté qui dépasse l'entendement. Africaine kémite. Voilà. En tradition, tout ne prend pas d'autres femmes sans la vie et ou l'information de la première ou des autres femmes. Ces histoires d'enfants cachés n'existaient pas. Douala Ngando qui écrit. L'homme peut même avoir raison. Peut-être les enfants qui sont dedans ne sont pas les siens. Monsieur Michel, on va liquider quelques messages quand même. Faites une mention. Le Cameroun est formidable, vivons seulement. Pour entretenir les toilettes du lycée, un budget de 12 millions payé par les élèves et l'État alors. Où sont les 6 000 milliards détournés pour aller escroquer les pauvres parents? Sam dessus. Quelle attente? C'est tout si jusqu'à 2 années encore, si la présentation n'est pas faite, qu'elle se présente chez lui. Il n'y a pas d'enfant suprême. Mamie Tonta Prada. Je suis handicapée depuis mon bas âge. J'ai toujours payé l'école au Cameroun. Mais en Occident, il me supplie d'étudier gratuitement. Thierry Tamko. C'est vraiment triste. Laissez même l'homme tranquille. La femme qui accepte d'être dans l'ombre là, dans l'ombre d'une autre femme, doit assumer pour elle et ses enfants. Parfois, nous sommes nos propres victimes. Hugueman. Qu'est-ce que... Voilà, n'oubliez pas les cas des handicapés politiques. Ah non, on va pas citer les noms ici. Il y en a. Quelqu'un s'en fout de vous, vos enfants. Vous sont tués dans le nozo, elle ne réagit pas, vous l'interpellez même à corps et à cri, elle vous ignore et vous lui souhaitez happy birthday. Oui, c'est la première dame, nous l'interpellons, elle est la première dame. Non, elle a créé une association qui allège les souffrances, il me semble. Oui. Voilà. Les souffrances de qui? Des gens qui souffrent. Donc, vous voulez que on commence à compter?
Donc, tous les hommes qui font 1, 2, 3 enfants dehors, c'est parce que les femmes sont des lionnes et les lionnes font quoi dans vos maisons? C'est ce qu'ils nous disent. Vos raisons sont des brousses. Vos maisons sont des brousses. Marie-Claude. Bon, c'est mieux que je parte. À quoi servirait la carte? Moi, j'ai demandé à quoi elle me servira. Monsieur Ngachou a bien dit. Les petits avantages qui sont mentionnés par les textes ne sont pas donnés. Du prix Tonnier. Pardon? Oui, à quoi ça servirait si les petits avantages là ne sont pas respectés, par exemple? Notre message... Non, mais on vous donne votre carte, vous arrivez, vous revendiquez. Soyons un peu sérieux. Oui, vous revendiquez. La question, je la pose directement en regardant la caméra. Et je pense que tous les matins, nous portons ici, sur ce plateau, les voix des Camerounais. Et le but n'est pas de nuire à qui que ce soit. Mais il est important aussi d'interpeller de façon directe et frontale le chef de l'État, Paul Biya, président de la République de ce pays. Quoi qu'il en soit, même si beaucoup pensent qu'il a eu une élection qui a été très compliquée, il est important justement de respecter cela. Où est-il exactement quand les Camerounais souffrent aujourd'hui? Comment expliquer effectivement que malgré toutes les récriminations, les cris, les messages, les douleurs des Camerounais portés ici, qu'ils soient muets? Est-ce qu'il serait vraiment le grand muet dont on en parle aujourd'hui? Est-ce qu'ils servent vraiment les Camerounais? Est-il au courant de nos problèmes, nous Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur? Karim. Ma belle-sœur avait eu une histoire comme ça. Les deux enfants se sont croisés au lycée, portant les mêmes noms, étant des amis. L'AVC de ça, la signé direct. Aïe. C'est grave. C'est justement ça la conséquence. Il faut parler. Dire que, un petit point. Oui, on ne se trompe pas en faisant 3 enfants avec une même femme. Mais qu'on assume. S'il vous plaît. Qu'on assume, monsieur. Assumez. On ne se trompe pas en faisant 3 enfants avec une même femme. Ça suppose qu'il y a un ensemble de liens qui sont établis et reconnus par la famille. Et on cache alors, il n'est pas en train de cacher. Quoi? Sur quelle est la base sur laquelle vous déterminez qu'il est en train de cacher? S'il ne cachait pas sa fille, ne s'en plaindrait pas. Si vous êtes un homme et que vous avez décidé de vous envoyer en l'air avec une femme et de lui faire 3 enfants, monsieur, vous assumez. Allez dire à votre femme en tant qu'homme bantou et tout ce que vous voulez là que madame, j'ai choisi de faire parce que même avec la deuxième, vous n'êtes même pas un homme sérieux, vous n'êtes même pas capable de lui donner un statut. Vous prenez la vie d'une femme en otage, vous la bousillez, vous lui faites des enfants et vous laissez tranquille. Et quand les femmes ont des enfants avec des derrière vos femmes, exactement le père de l'enfant refuse de dire à l'enfant qui est son vrai père. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel je ne veux pas évoluer par comparaison. Je voudrais rester sur la thématique. Assumez. Si permettez-moi. La femme qui accepte de faire 3 enfants avec un homme, entre guillemets, futile, vous respectez ce que vous avez dit, marié, vous pensez qu'elle ne sait pas là où elle va? Elle va où? Et on la cache. Avec ses enfants, plus de 15 ans, on la cache. Donc, non mais, monsieur, cher ami, je vous prends l'exemple d'un pays évolué. Assumez. Que vous dites évoluer. Qu'a fait Mitterrand avec Mazarine? Ça a été rendu public comment? De quelle manière? Quand vous dites assumer, est-ce que l'homme n'assume pas ses enfants? Il n'assume pas. Cette petite fille n'est pas assumée. Ce n'est pas cette petite fille, elle va faire sa vie. Il est question sa maman lui a dit, tu vas grandir, tu vas faire ta vie. Mais justement, sauf que on accouche un enfant et on n'accouche pas son cœur. Vous ne pouvez pas déterminer les sentiments que cette fille peut avoir. Vous, le parent, vous estimez que le parent vous dit ne fais pas, mais sauf que l'enfant a des sensations. Je veux connaître mes frères, je veux aller chez mon père, je veux connaître mes frères. Le moment, c'est quand? Bon, d'accord, le calendrier que vous avez dressé pour que l'homme assume ses responsabilités, lesquelles donner. C'est le jour où votre Njomba vous dit qu'elle est enceinte. Rentrez dire à votre femme que vous avez mis une autre femme enceinte. Et c'est même ça la logique. Si vous voulez être polygame, soyez le juste bout. On ne peut pas en faire un débat sur la maison. C'est de la rhétorique. Parce que là, on a l'impression qu'elle défend des chapelles. Moi, j'ai l'impression qu'elle défend des chapelles. Monsieur Michel Ngachou. On a très peu de temps. Mais vous on vous a dit que chez les Bantous, on ne cachait pas ça. C'est le téléspectateur qui dit. Allez-y, merci. Bon, Benga, je vous en prie. Allez, on va, cher ami, le problème qui se pose ici,
il a son assimilation dans la gestion de ce qu'on appelle le riz de veuvage. Parce que là aussi, il faut bien qu'on vous dise un certain nombre de choses. Ce n'est pas le cœur qui fait... Le cœur n'a pas vocation à porter la réflexion, c'est le cerveau. Qu'est-ce qui se passe lorsque on dit que Mbombok va faire le veuvage de son frère? Alors que ma femme reste, je pars et elle va venir. Ça se fait comment? Quel est le calendrier qu'on fait? Donc quand vous voulez, ce n'est pas les agitations. On va dire à ce monsieur que tu auras désormais 2 femmes. Et parmi ces 2 femmes, il y a la femme de son frère qui vient d'être décédée. Ça se fait comment? C'est une école. Très bien. Lorsque vous vous engagez à prendre une 2e épouse, vous ne voulez pas électriser la maison. Parce que vous avez le comportement de la première épouse qui n'a peut-être pas accepté que la 2e arrive. On fait comment? C'est toutes des procédés. Et c'est ça que vous devez avoir. Ce ne sont pas les élucubrations d'un enfant. Voilà. Attendons, on attend qu'il c'est bon. Il faut retenir simplement, pour ceux qui croient, pour ceux qui lisent encore la Bible, hein, qu'on dit bien, honore ton père et ta mère et tes jours seront longs sur terre. Donc que cet enfant justement écoute la voix de sa mère et écoute la voix de son père qui lui disent il n'est pas temps. Le temps viendra, où tu seras. Allez, rapidement, la revue des réseaux sociaux qui sont avec vous. Dans le premier sujet de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser au clash entre Madame le maire de Fumban et le sultan. Patricia Tomaino Ndam Djoya a immobilisé son véhicule sur le site de reconstruction du monument d'accès à la ville le 2 décembre dernier. Pour elle, il s'agit d'un patrimoine de la municipalité et donc pas question que le sultan engage de tels travaux sans son autorisation. Sans son autorisation, elle a rejeté la médiation du procureur descendu pour apaiser les tensions. Pourtant, une correspondance signée du sultan le 30 novembre dernier informait Madame le maire de cette reconstruction et de la nécessité culturelle de cette porte d'entrée, et il en avait profité pour inviter cette dernière, à l'autorité communale, à faire des suggestions dans la réalisation de ce projet. Voilà, nous avons les images justement ce matin, ces images qui se... on peut l'écouter là? On va l'écouter. Je suis là pour qu'on arrête les travaux, monsieur le procureur. On n'arrête pas ces travaux, je ne pars pas d'ici. Je vais dormir ici, parce que je suis quand même le maire de la ville. Demandez à ces personnes qui leur a demandé de construire ça, s'ils ont une autorisation de la mairie, même si c'est pour eux, mais ce bâtiment est un bâtiment public. Donc, pour la République que vous représentez, demandez qu'on arrête ces travaux. Et après, on va voir à qui appartient l'autorité de demander qu'on commence les travaux ou qui doit faire les travaux. C'est tout. Je ne demande rien d'autre, je ne veux pas de problème. Mais j'en ai assez que mon autorité soit bafouée. Je suis maire de la ville où je ne suis pas le maire. Vous êtes le procureur pour me protéger ou vous ne l'êtes pas. Ces éléments de force de l'ordre, ils protègent la monarchie, comme j'ai vu aujourd'hui, ou ils protègent la République. C'est tout ce que je peux dire. Voici les 2 communiqués que j'ai écrits. J'ai répondu à la lettre de Bourbon Joya. Et j'avais écrit... Voilà, c'est des images qui font le tour de la toile depuis presque 24 heures aujourd'hui. Il y a 2 problèmes quand même qui se posent. C'est la mise en place réelle d'une décentralisation et le respect de l'autorité municipale. À côté, il y a l'autorité traditionnelle dans la ville de Fumban, le sultan roi des Bamoun aujourd'hui quand même, Sa Majesté Mbombo Djoya, et qui a compris qu'il était important de refaire la porte d'entrée justement de la ville. C'est quand même un vestige ancestral, culturel pour cette ville qui est allée en fumée, qui est partie en fumée, et le sultan a jugé bon de le refaire en tant que sultan quand même. Mais bon, je sais pas, c'est quand même un peu compliqué d'apprécier à la fois l'attitude de Tomaino Ndam Djoya, mais surtout de rejeter l'acte que pose l'autorité traditionnelle aujourd'hui à Fumban. Le vrai problème qui se pose, nous le disons ici depuis au moins 4 ans, nous n'avons pas négocié l'entrée de nos royaumes dans la République. Voilà le premier problème. Le deuxième problème qui se pose, c'est l'éducation.
l'éducation renvoie aux civilités d'usage. Il existe bien un pays Bamoun, un pays Bamleke, un pays Bassa avant la République du Cameroun. Comment ces pays-là intègrent la République du Cameroun? Ça n'a pas été négocié. On a fait comme si on venait, on protège comme ça, et quand on ne donne pas ces statuts, évidemment, ça va causer des problèmes. Mais voilà, comment appréciez-vous l'attitude de Thomas Ndamdi? L'attitude, maintenant, il y a des problèmes de famille. L'administration coloniale, depuis les Allemands et les Français, n'ont pas pu régler. Et ils ont procédé au saupoudrage entre Sédou Njimoli Njoya, qui est le père de Mbombo Njoya, et Aruna Njoya, le père de Ndam Njoya. On a pensé que celui qu'on avait trouvé sur le trône devait continuer et que l'autre frère, on l'amène dans l'administration publique. Donc c'est le père Aruna, était sénateur, député, et tout ce que vous voulez. À l'époque, ministre et tout. Maintenant, Mbombo Njoya resté maître. Il se trouve donc que les deux, Mbombo Njoya et Ndam Njoya, deux frères, ils commencent également à intégrer le gouvernement, à être les élus, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà le problème qui est là et qu'on ne peut pas, on n'est pas en train de vouloir gérer aujourd'hui. Deuxième chose, pour le cas précis de l'entrée de la ville, c'est une œuvre du sultanat. C'est le sultanat qui a érigé cela. À l'époque, la République existait. Le sultanat exigeait et maintenant il faudrait que c'est devenu en 1996 seulement, dans l'escarcelle de la municipalité. J'ai dit bien hier, en 1996. Ouais. Maintenant, lorsqu'il y a qu'il y a des dégâts, le sultan a écrit au maire de la ville en lui disant, mais nous sommes en train de vouloir réhabiliter de telle manière, telle manière, telle manière. Et madame le maire estime que le bloquer, c'est à lui que revient. J'ai dit, pour des commodités d'usage républicain, elle aurait tellement répondu que les améliorations, nous souhaitons la mairie que peut-être on mette ci, on mette ça, on mette cela. Comment la France vit avec Monaco? Comment est-ce qu'on peut apprécier aujourd'hui, cher Lamène, je t'en prie, le silence de Sa Majesté? Non, le silence, comment il est Monsieur Michel Ngacho, je tiens à vous dire que le sultan était assis. Hein. Il a supervisé. Le sultan n'était pas loin. Hein. Vous voyez cette masse parce que le sultan était assis, sa loge n'était pas loin. Il est venu personnellement superviser. L'histoire de l'entrée de la ville de Foumban, parcourez tous les livres d'histoire, les vrais livres d'histoire, vous allez vous rendre compte que cette entrée, c'est le lieu où toutes les plus grandes guerres se sont livrées lorsqu'on dit vous n'entrez pas à Foumban, même avec le colon, M. Michel Ngacho. Statutairement, c'est la chefferie, comme on l'a dit, c'est le sultanat. Vous vous rendez compte qu'à la fin du Ngouan, il y a une cérémonie où tout le matin, le sultan sort, il marche à pied jusqu'à la porte de la ville. Dans ce que vous voyez là, il y a tellement de choses qui sont déposées, des choses culturelles qui sont déposées que vous ne pouvez pas savoir. Moi, j'estime que M. Michel Ngacho, la municipalité a voulu s'ingérer, on va le dire comme ça, de manière barbare et sauvage, histoire de ridiculiser. On va le dire comme ça, le sous-préfet, le sultan. On a eu le même cas, vous vous rappelez à Banjo, M. Michel Ngacho, lorsque la porte d'entrée avait brûlé. Lorsque les autorités administratives sont arrivées, on a dit, monsieur, stop, ça ne vous concerne pas. Ici, même si la chefferie est inscrite, c'est un patrimoine de la commune où vous pouvez dire, mais ici, vous n'entrez pas. On a eu le même cas, M. Michel Ngacho, lors de l'incendie de la chefferie de Bazou, qui avait vu le chef de l'État de l'époque, Amadou Ahidjo, descendre. Lorsqu'il est arrivé, il a programmé le financement pour la reconstruction de la chefferie Bazou. On lui a dit non. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire. Donc, à un moment donné, que l'administration tienne, Monsieur Michel Ngacho, c'est sa part de responsabilité. La ville de Foumban ressemble à quoi? C'est les routes qui sont goudronnées, c'est l'eau qui coule. Le lycée de Foumban ressemble à quoi? Madame, pourquoi on va s'intéresser un peu trop moderne, loin des traditionnalistes? Non. Non, c'est pas ça. La décentralisation dont elle fait allusion lui donne d'arranger l'éducation, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et maternel.
Quelle est donc, elle qui est décentralisatrice devant l'Internet, qu'elle nous donne les états des écoles primaires et maternelles de sa région, des écoles des établissements secondaires. Elle est présidente du comité de gestion de l'hôpital de district. Des qu'elle nous donne, l'état qu'elle donne. Nous parlons de l'accès à l'eau potable. C'est compliqué qu'elle vienne s'intéresser aujourd'hui parce qu'on a déjà commencé les travaux. Parce que le lendemain même de l'incendie de cette porte d'entrée, on a vu le sultan avec toute une population, tous ces notables qui étaient rués vers ce site-là pour faire un certain nombre de rituels. Et maintenant, ils ont appelé à leurs fils et filles à faire en sorte que cette porte d'entrée soit construite. Elle était où en ce moment-là? Justement, merci. Le minuit est arrivé sur les lieux. Le midi est arrivé sur les lieux et a versé, a éteint le feu. Il y a beaucoup de ministres qui sont annoncés. Je souhaiterais qu'elle vienne se placer pour que ces ministres ne pas. Le minuit est arrivé et n'a pas pris la peine de l'écouter au moins la mère de la ville. Merci beaucoup. Merci à vous, cher monsieur. Merci infiniment, madame, monsieur. Restez avec nous. Dans un instant, on parlera avec Constilamine, vous le savez. 20 ans de carrière, ça se fête! La marque de vêtements Be a Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG. À l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Avec en concert live, Coco Argenté. Mathématiques de Petit Pays. Ulrich Sakam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head on pas poulet. Moustique le charismatique, Belkatobi. Et Jackie Kingé. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala Bercy, 6 à Aqua. Infolive 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision. Allez, on vous le disait à l'instant, madame, monsieur, depuis des jours, vous avez droit à une cohorte de stars qui accompagne Constilamine dans le cadre du projet La nuit de l'ambiance BCBG. Constilamine, nous vous retrouvons à nouveau ce matin. Bonjour à vous, bienvenue. Alors, bonjour Michel Ngachou, nous sommes à quelques heures de l'événement. Regardez comment Consti est très content. Votre voix même connaît un coup. Hein? Qu'est-ce qui se passe, Consti? Il y a quoi? Ce qui se passe, c'est qu'on essaye de tout faire pour qu'on puisse offrir à ceux qui vont se déplacer ce soir à Douala Bercy. Avec cette voix-là, vous présenterez l'événement comment? Je ne suis pas le présentateur de l'événement. Je suis celui qui célèbre ses 20 ans de carrière. Et vous savez très bien que Constilamine a encadré plus de 200 animateurs et communicateurs. Donc il y aura une panoplie de communicateurs qui seront là ce soir pour la présentation de l'événement. Je serai là tout simplement comme un téléspectateur et fera mon entrée exactement à 20h00. C'est l'entrée de Constilamine qui sera précédée directement par le gâteau d'anniversaire et l'ouverture des champagnes. Alors, on a vu ici, ce soir. On a vu ici justement sur le plateau des artistes comme Belkatobi, Mathématiques du Petit Pays ou encore Jackie Kingé, Kossi passé par là. Et ce matin, vous nous ramenez une autre star, mais cette fois-ci de l'humour. Bien entendu, c'est le Mimboulet international. Je pense que j'ai bien dit. C'est Ulrich vraiment pour bluffer. Tous ces artistes ne viennent pas. Alors je vous rassure que ce soir, vous aurez tous ces artistes-là, bien entendu. Et avant d'avoir des artistes invités, vous aurez bien entendu des artistes qui vont faire des levées de rideau, tels que Ghislaine Dimaille, Brice N, Cool Black, Blaise Calaba et bien entendu des danseurs professionnels. Voilà donc ce qui constitue le menu de ce soir. Parce qu'il faut rappeler que l'ouverture de Douala Bercy, c'est à 18h30. L'ouverture de la scène, c'est à 19h00. Les musiciens sont déjà prêts. Tout le monde est mobilisé pour offrir un événement de qualité ce soir, de 19h à Douala Bercy. Vous n'êtes pas seul ce matin, vous êtes avec Ulrich Sakam qui nous fait le plaisir et l'amitié de nous retrouver.
Ulrich, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision avec 10 le Zénith. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à tout le panel. C'est un plaisir d'être là. Le truc que je vois souvent à la télé, là, moi voici aussi Chris Bobby. non, j'ai suivi Monsieur Ngachou, j'ai dit aussi non. je marche selon la route que les gens prennent. Donc je vois souvent à la télé, moi voici aussi à la télé. Et voilà, on est là pour une cause, pour une grande cause. Pour un anniversaire, 20 ans ça se célèbre et voilà, c'est un honneur pour moi d'avoir été allié à cette cause-là. Et ce soir, je donnerai ce que j'ai décidé de donner toute ma vie. Je donnerai du sourire à tous ceux qui viendront. Donc on attend massivement le public de Douala, à Douala-Bercy. Ce sera à 19h quand on montera sur scène pour un spectacle tout simplement Bimoulé. Alors non seulement vous serez là pour un spectacle Bimoulé, vous le dites très bien, mais il y a quand même une foultitude de fans de Ulrich Takam aujourd'hui. Vous êtes devenu incontournable sur les réseaux sociaux avec vos nombreux, on va dire, sitcoms que vous proposez au quotidien. Mais ce soir, est-ce qu'on a une idée quand même de ce que vous allez renvoyer à la fois des fans qui seront là? Je te coupe déjà, on n'a pas d'idée donc. on n'en a pas. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même? On n'en aura pas. On fait ça comment? Oh non, la vérité c'est que je dis tout, il n'y a pas le bouton sur moi qu'on appuie, ça fait rire. Donc il y a les conditions spectaculaires qui ne sont pas réunies, qui ne seront réunies qu'à 19h. Ouais. Donc c'est toujours un challenge pour moi de me retrouver à Douala, parce que Douala c'est un public, je prends le cas de l'année dernière où je faisais mon one-man show. Je faisais un one-man show à Yaoundé, ma ville, la ville où tout a commencé plus ou moins. On était pratiquement 800 dans la salle. Et à Douala, on était plus de 1000. Donc les gens de Douala ont brûlé les gens de Yaoundé, qui est une ville, Douala qui est ma ville d'accueil. Donc c'est une ville chaude de mon gars, je te jure. À chaque fois que je viens à Douala, vraiment les défis sont immenses. Et j'ai pris du temps pour préparer le sketch que je vais proposer ce soir. Je sais que le public de Douala va aimer. En tout cas, ce sera du nouveau, ce sera du tout neuf. Et on se prend le soir. On se prend le soir. À quelle heure tu as dit 19h? 19h00. Donc les gens, même à 18h, quand on ouvre là, entrez déjà assez vous. Parce que j'essaie juste derrière vous. Tout ça. Oui. Merci infiniment Ulrich Takam pour votre confirmation ce matin. Le rendez-vous est pris pour 19h. Constilamine, un petit mot avant de se séparer? Alors, le mot de ce soir, je dirais tout simplement, le petit mot, c'est de rappeler que les billets se vendent à 5 et 10 000 francs. Il y a encore quelques billets de 5 000. Les billets VIP, c'est 10 000 francs. Et la particularité pour ceux qui ont les billets VIP, vous aurez droit à des lots offerts par des partenaires. Oui, il y a plus de 150 partenaires qui accompagnent l'événement. Vous avez par exemple la marque de vêtements Bee et Lion qui va habiller tous les musiciens et les hôtesses. Vous aurez le savon Sagri, l'un des meilleurs savons qui accompagne l'événement. L'huile sans cholestérol Huilor qui accompagne également l'événement. Sans oublier également la radio et télévision Equinox et surtout la discothèque Live Party qui va offrir des boissons à pas mal de personnes de ce côté-là. Donc n'hésitez surtout pas à acheter vos tickets. N'attendez pas la dernière minute. La nuit de l'ambiance BCBG, c'est ce vendredi. Wenge Motote au Douala Bercy. 20 ans de carrière, ça se fête. La marque de vêtements Bee & Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy avec en concert live Coco Argenté. Braca, braca, braca. Mathématiques de Petit Pays. Ulrich Takam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Moustique le charismatique, Belkatobi. Et Jackie Kingé. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala-Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala-Bercy, 6 à Aqua. Info live 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox. Allez, nous vous saluons encore, madame, messieurs. Nous vous donnons simplement rendez-vous lundi. Cher Lamel, bon week-end à vous.
bon week-end Dominique Audrey, Karine Santia et Bombov. Excellent week-end également à vous, madame, messieurs. Gardez le cap, gardez le bon tempo sur Equinox Télévision. N'oubliez pas une chose, si vous ne faites pas la politique, quoi qu'il en soit, elle vous fera. Donc intéressez-vous à la politique. À lundi 10h.